On va d'abord écouter donc Jean-Paul Durand qui est un ancien de la Baule, qui a animé ces débats depuis le début, qui est journaliste donc, et il va nous faire un exposé, une présentation très très intéressante. Il m'a dit qu'il ne dépasserait pas une demi-heure, c'est promis, sur le territoire de santé comme échelle pertinente de la coordination des soins. Donc on parle bien du territoire et de la coordination des soins. Le levier financier à l'œuvre en Europe et aux États-Unis. Là, il a fait un grand voyage et va nous raconter tout ça et montrer que parfois ça marche bien et qu'il y a des solutions qui sont très intéressantes. Jean-Paul, 20 minutes. Merci Philippe, merci aux organisateurs, merci à la Baule. J'avais fait mes adieux l'an dernier en tant qu'animateur, je ne m'attendais pas à revenir en tant que conférencier. C'est donc un voyage que je vous convie ce matin, un voyage que j'ai entamé juste après la Baule de l'an dernier d'ailleurs, à la demande cette fois de la HAS, qui m'avait demandé une opération de, ça s'appelle le benchmarking en marketing, hein. Globalement, il s'agit d'aller voir ailleurs ce qui se fait de bien et qui est source potentielle d'inspiration. Et donc la commande précise, elle était sur le type de relation au niveau des territoires, donc entre le premier et le deuxième recours. Ce que j'ai découvert, notamment dans la littérature internationale, c'est que premier et deuxième recours, c'était une image assez ancienne, en fait, qu'on traîne depuis la guerre, qui est essentiellement anglo-saxonne et britannique, hein. On est dans le NHS avec les médecins généralistes de première ligne en ville et puis la médecine spécialisée à l'hôpital. À la date d'aujourd'hui, on rajoute beaucoup, et de plus souvent, conceptuellement et dans la pratique, le troisième recours. C'est-à-dire, on considère qu'il y a un premier niveau de médecine de famille, entouré d'une équipe, on va y revenir. Un deuxième recours de médecine spécialisée, et puis l'hôpital, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre solution, et ça doit être très rigoureusement organisé. Quand je dis rigoureusement organisé, un peu partout dans le monde, ça s'appelle le virage ambulatoire. Et le virage ambulatoire, je me suis rendu compte à la faveur de cette enquête, de ce reportage, que c'est d'actualité partout, sauf, moi, M. Ricardo m'excusera, mais je ne vois pas trop l'actualité de ça encore en France, mais je m'en expliquerai. Donc ce voyage, on va le commencer, si vous voulez bien, c'est moi qui pilote, là, en Allemagne. En Allemagne, où ils discutent aussi beaucoup en ce moment d'une loi de santé. Alors je ne me lancerai pas, même si j'en ai fait quelques années dans la prononciation allemande, mais ce que je sais, c'est ça veut dire loi de consolidation du système de santé. Eux, ils sont pas dans la même situation économique que nous, hein. Le régime d'assurance maladie allemand fait du bénéfice tous les ans, donc ça leur permet de voir venir, et de voir venir avec relativement d'intelligence, puisque cette loi-là sert à anticiper 25 000 départs qui sont d'ores et déjà programmés. Je ne sais pas combien on en a en France, mais on ne doit pas être loin. Et puis avec des méthodes qui sont assez radicales. Vous voyez que dans les choses qui ont été discutées, c'est que ils envisagent carrément le rachat de cabinets libéraux dans les zones réputées surdenses, dans les territoires surdenses. Mais globalement, leur principe et leur parti pris, là, est toujours de favoriser l'installation là où est la demande. Ils s'engagent par la loi à garantir à tous les ressortissants de la Jean-Paul, tu peux regarder l'écran en face de toi, ce qui permettra... Ah oui, ça sera plus facile. Que tu parles dans le micro. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. De garantir un rendez-vous chez un spécialiste, donc dans le délai de 4 semaines. Et puis, ils ont aussi décidé de favoriser et de subventionner largement les pratiques innovantes. Notamment, moi ça m'intéresse en tant que patient, depuis 1 an j'ai beaucoup pratiqué la médecine spécialisée à l'hôpital. L'accès à un second avis, ça me paraît aussi quelque chose que j'aimerais bien voir dans un programme de 2017. Le socle législatif de ça en Allemagne, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2010 de Gerhard Schröder. Un petit morceau d'histoire, là, cet agenda 2010 a été conçu dans la première décennie, dans les années 2000, globalement quand les socialistes ont su que les prochaines élections étaient perdues. Et là, ils se sont mis à concevoir un truc intelligent, de façon à remettre un peu en piste le métier, le marché du travail et tout système de protection sociale. En matière d'assurance maladie, il y avait un certain nombre de nouveautés, qui étaient donc les HZV, là encore je ne vous le prononce pas, les MVZ, et les DMP, alors j'ai mis en anglais, mais c'est globalement les programmes de disease management, on va y revenir un peu plus longuement. Ça, c'est une photo qui vous a été présentée l'an dernier par Claire Imbaud, qui était une doctorante de l'UTC de Compiègne, hein. C'est une MVZ qui est dans la région de Brandebourg, au nord de Berlin,
Globalement, ça a été fait dans des anciens locaux de centres de santé de l'Allemagne de l'Est, mais ça s'est réparti maintenant beaucoup plus harmonieusement entre l'Est et l'Ouest. Alors, les HVZ, très clairement, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est l'équivalent des maisons de santé en Allemagne, hein, de première cour. On organise le premier cours et on organise aussi la coordination. Les résultats sont clairement décevants. 79 maisons de santé, on en est à 500, hein, et 3,6 millions de gens qui sont impliqués là-dedans. Faut rapporter ça à 80 millions d'Allemands. Ce qui marche très fort, ce sont les MVZ qu'on nous a présentés l'an dernier. Moi, en sortant de la 10e édition, là, je m'étais dit, mais pourquoi ça marchait comme ça? Et pour le coup, je me suis allé voir parce que ça a été une vraie explosion, quoi. Globalement, ils sont passés de 70 à 10 000 en 10 ans. Et même à la date d'aujourd'hui, il y en a une progression qui s'est un peu tassée, mais on est à 5% de taux de croissance par an, avec une croissance importante des effectifs. J'ai mis employés entre guillemets, hein, parce qu'on trouve de tout sous ce statut-là, notamment des libéraux et des salariés. La taille moyenne des MVZ, aujourd'hui, globalement, c'est une dizaine de personnes. Et ça emploie à peu près 15 000 médecins, c'est pareil, c'est un chiffre qu'il faut rapporter aux 300 000 qui sont en exercice là-bas, ça reste encore minoritaire. Essentiellement, pourquoi ça marche? Pour une raison majeure, c'est que, à la date d'aujourd'hui, même s'il y a une liberté d'installation en Allemagne, il y a une limitation énorme qui est le conventionnement sélectif, c'est-à-dire qu'on n'autorise en Allemagne au conventionnement que des gens qui sont dans les endroits qui ont été non pas désignés, mais négociés entre les URPS et les unions de caisse régionales. Ces MVZ ont une vertu énorme, c'est que, comme c'est ouvert à la fois au secteur libéral et au secteur hospitalier, il n'y a plus de limitation au conventionnement. Et donc pour les jeunes, c'est une façon de rentrer là globalement où ils ont décidé de s'installer, dans leur tête à eux, et sous statut de salariat, en Allemagne comme en France, ces outils-là sont extraordinaires pour accompagner ce tropisme des jeunes vers le salariat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les MVZ sont sous deux statuts possibles. Pour le coup, GmbH ou GBR, c'est les équivalents de SA, SARL ou de SEL, c'est-à-dire c'est ouvert aussi bien aux hôpitaux, pour qui c'est une façon de sortir hors des murs, qu'aux médecins libéraux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme médecins dans les MVZ? Dans la partie gauche de la diapo, c'est le nombre de médecins sur les 2000 MVZ. Donc vous voyez qu'il y a à peu près des médecins de famille dans toutes les MVZ. Mais la deuxième ligne est aussi intéressante, c'est les médecins internistes. En Allemagne, vous savez que les spécialités, ce que nous on considère comme spécialités, sont des surspécialités en fait de la médecine interne. Et donc on est à la fois en Allemagne potentiellement cardiologue le matin à l'hôpital et interniste l'après-midi en ville, quoi. Alors, on trouve effectivement, parce que c'est normal d'ailleurs de trouver une surreprésentation de la médecine générale en tête. Après, on trouve tout de suite des chirurgiens. C'est-à-dire que ces établissements sont devenus, à la date d'aujourd'hui, les lieux où s'opère la chirurgie ambulatoire pour de vrai, quoi. Les anesthésistes ne doivent pas être très loin. Et globalement, on trouve toute la gamme des spécialités représentées dans ces MVZ. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est clairement affiché, quoi. Vous l'avez vu sur la photo, c'est le centre de soins polyspécialité clairement affiché. À droite, c'est le nombre d'établissements, donc sur les 2000, où la spécialité est représentée. Bon, ça, j'insiste pas trop là-dessus. Je vous dis, le facteur de succès à la date d'aujourd'hui, c'est le fait que le secteur public et le secteur privé soient en concurrence pour monter ce type d'établissement. Et deux, c'est quand même la meilleure façon d'accompagner les jeunes qui veulent être salariés à la date d'aujourd'hui. Les syndicats de libéraux sont assez inquiets devant la montée en charge de ce qu'ils appellent les gestionnaires. Mais enfin, je pense que si en France on a été au même point, on aurait le même type de réaction. Le disease management, qui était aussi dans l'agenda social de Schröder, là, c'est l'illustration de deux pathologies. Disease management, globalement, c'est l'organisation concertée, coordonnée, de la prise en charge globale d'une maladie. En bas, c'est les maladies coronaires. En haut, c'est le diabète. On arrive à 4 millions de personnes. Comme en France, on en a 3 millions de diabétiques pris en charge en ALD. Je me dis qu'à 4 millions, ils doivent avoir à peu près la totalité de leurs patients diabétiques qui sont pris en charge sous forme de coordonnées. Donc. Alors,
les Allemands ont investi dans ce disease management 6 types de pathologies, qu'on retrouverait assez facilement dans tous les programmes de disease management: le cancer, celui du poumon, les 2 diabètes, l'insuffisance coronaire, l'asthme et la BPCO, on retrouve ça souvent. Ils ont été dotés d'une nomenclature ad hoc. Alors, c'est mis aussi les chiffres pour en période électorale, essayer de modérer un petit peu l'inflation tarifaire, enfin, de revendications tarifaires. Les honoraires que vous voyez là ne sont pas mirobolants, très clairement, hein, sauf qu'on joue aussi beaucoup sur le forfait. Globalement, un endocrinologue qui est consulté annuellement pour donner son avis sur la prise en charge des diabétiques, il touche un peu moins de 40 €. Ce qui a intéressé beaucoup les Allemands dans cette affaire-là, quand même, vous savez qu'eux sont logés à l'enveloppe globale. Et c'est vraiment pas un mythe, l'enveloppe globale, c'est-à-dire que les tarifs d'une consultation en Allemagne varient d'un land à l'autre, varient d'une période de l'année à l'autre. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de grippe, la consultation, elle est vraiment très minorée, hein, dès lors qu'il y en a beaucoup. Vous voyez aussi qu'ils ont eu une attitude pragmatique et intelligente, je trouve, c'est-à-dire qu'un patient, fût-il diabétique, il n'est pas pris en charge au même tarif selon son âge. Et puis on verra ailleurs qu'aux Pays-Bas notamment, la localité aussi peut être un facteur de modulation. Un tout petit peu passage au nord, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays européen qui est, à mon avis, un vrai prototype européen. C'est-à-dire qu'il avait essayé de marier à la libération le système anglais et le système allemand. Et alors, il est en chantier de réforme, il faut être clair, depuis les années 80, et notamment un rapport qui avait été signé d'un monsieur Decker, M. Decker étant le patron de Philips à l'époque. Imaginez en France qu'on aille demander à monsieur, je sais pas, monsieur Axa de nous formuler son projet de réforme de la santé. Là-bas, c'était le même truc. Ça a mis 20 ans hein, à s'établir. Et globalement, on a donné à toute la population le statut qui était celui des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de choisir leur assureur au premier euro, puisqu'on est aussi à l'euro, dans le deuxième étage de solidarité. Le premier, globalement, c'est le risque lourd. Le deuxième, c'est on ne peut pas appeler ça le petit risque, mais appelons-le quand même le petit risque par un souci de simplification. Et donc, pour ce petit risque, les Hollandais ont, à la date d'aujourd'hui, le libre choix de leur organisme assureur. Comment ça marche? Les assureurs que vous voyez en haut négocient avec les généralistes. Alors, l'avantage de cette réforme-là, c'est que ça a obligé les généralistes à se structurer sous forme de coopératives locales, qu'ils appellent les care groups, à charge pour ces care groups, eux, de négocier avec leurs propres prestataires. Et dans leurs propres prestataires, il y a les spécialistes. Cette réforme-là, elle a fait des gagnants et des presque perdants. Enfin, en tout cas, il y en a qui ont gagné beaucoup plus que d'autres. Ceux qui ont gagné beaucoup plus que d'autres, enfin, ceux qui ont perdu d'abord beaucoup plus que d'autres, dans un premier temps, c'est les assureurs. Simplement parce que, obligés de s'adresser directement à leur clientèle potentielle, il a fallu qu'ils fassent beaucoup de publicité. Ils ont fait du dumping sur les tarifs et tout le truc. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans les premières années. Ça fait 10 ans que c'est à peu près à l'œuvre. À la date d'aujourd'hui, ce que j'ai appelé le mécano-industriel est terminé. C'est-à-dire qu'ils se sont rachetés mutuellement. Il en reste, à la date d'aujourd'hui, 3 gros qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais enfin qui n'en perdent pas non plus. Les généralistes dans cette réforme-là ont été des super gagnants, simplement parce qu'avant ils étaient rémunérés comme les Anglais largement à la capitation. Aujourd'hui, on leur a rajouté du paiement à l'acte, selon une nomenclature qui est hyper avantageuse. Alors, c'est pareil, il n'y a aucun... Je me suis, depuis le début de mon histoire, moi, passionné pour l'histoire et la géographie. Très clairement, se passionner pour l'histoire, ça n'évite pas de refaire les bêtises de nos anciens, ou de faire les bêtises de nos voisins, mais ça donne quand même des idées, et c'est celle-là que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Une consultation de plus de 20 minutes là-bas, c'est multiplié par 2. Et puis on rémunère tout, y compris les avis donnés par email, les consultations données hors horaire. Ça, c'est un vrai espace de liberté, quoi. Le résultat de cette réforme, qui a donc quelques années à la date d'aujourd'hui, ça a été le regroupement de tout le premier recours, pour le coup, dans ces care groups là, qui se sont vraiment structurés.
Les spécialistes, eux, ont été sauvés, j'ai mis transitoirement, parce que c'est toujours précaire, ce genre de truc, par une démographie qui était assez avantageuse, c'est-à-dire faible à ce moment-là, et puis surtout une nouvelle nomenclature qui a été expérimentée juste avant la réforme, mais globalement c'est simultanément, qui s'appelle le bundle payment. Globalement, c'est la rétribution de l'équipe à l'épisode de soins. Alors, dans la traduction littérale, ça donne combinaison diagnostic prise en charge. C'est ce qui rémunère à la fois les spécialistes et le réseau hospitalier. Globalement, la prise en charge commence au diagnostic du spécialiste et se termine, y compris le forfait, donc avec la prestation de rééducation et adaptation, quoi. Alors au début, ça a été compliqué, un peu sur le mode de notre CCAM des actes techniques, et ils ont fait beaucoup de séquences de soins. 30 000, alors ça s'est heureusement élagué pour arriver depuis 2011 à 4 000 séquences de soins, dans lesquelles les gens manœuvrent aussi bien que vous dans la CCAM, qui est un truc assez intelligemment fait, qui distingue les frais techniques, donc ceux qui vont aux prestataires et notamment aux médecins spécialisés, de tout ce qui est prestations hospitalières. On l'a fait un peu sur le mode aussi de l'élaboration de la CCAM des actes techniques en France. C'est les sociétés savantes qui ont estimé combien d'heures de spécialité auraient été redevables tel ou tel épisode de soins, quoi. Et puis on a mis tous les spécialistes au même tarif horaire que je vous ai mis parce qu'il est intéressant, avec un taux de variation qui était très faible, quoi. Il y a deux types de tarification dans le DBC. Là, le segment A, très clairement, c'est les actes les plus lourds. Et le segment B, c'est celui qui est censé être ouvert à la négociation entre les assureurs et les spécialistes, sachant que depuis quelques années, le segment A diminue au profit évidemment du segment B, l'État étant tenté de remettre tout ça aux mains des assureurs privés. Les prix en termes de prestations, ça c'est les chiffres qu'on trouve dans l'OCDE, ont très légèrement augmenté, mais de manière à peine lisible. Ce qui a été évident, en revanche, de même que les généralistes, donc ils se sont regroupés en care groups, les spécialistes se sont largement regroupés en centres, un peu sur le mode allemand, là, centres indépendants de prise en charge, ils ont mis ça. À la date d'aujourd'hui, les chiffres que j'ai livrés là, entre 150 et 180 sont intéressants, mais il faut savoir que ça fait surtout le double du nombre d'établissements hospitaliers lourds, quoi. Alors c'est pareil, à la différence des Allemands, ils ne sont pas trop multidisciplinaires, ils sont assez ciblés pathologie. C'est aussi, comme en Allemagne, largement créé par les hôpitaux. Mais comme les hôpitaux se font largement racheter là-bas par les assureurs, vous avez compris que c'est un marché qui est assez actif. Mais il y a une règle à peu près générique, c'est que les médecins sont toujours associés au capital. Alors c'est pareil, le disease management, les Hollandais ont investi très fort, mais au point même, moi j'ai un peu bossé sur le diabète ces dernières années, d'avoir été copié par les Belges, ce qui est quand même terriblement vexant pour nous de se voir dépassé par les Belges sur une prise en charge innovante. Excusez-moi, il y a des Belges? Non. Donc, en ville, en médecine de première cours, médecine générale, le pivot, c'est le care group. Pour faire simple, c'est vraiment la structure pluridisciplinaire multisite. C'est ça qu'on peut imaginer. 3 pathologies. Et donc, c'est le care group qui est en charge de décliner le disease management. 3 pathologies là-bas, au lieu de 6 en Allemagne, le risque cardiovasculaire, un BPCO, diabète, tout ça est d'un classicisme sans borne, quoi. Avec des chiffres, des exemples, un suivi de DT2 annuel, ça peut rapporter à l'équipe, à la structure, hein, selon la négociation avec les assureurs, de 280 à pratiquement 500 euros. Tout ça, ça se passe dans le cadre d'une décentralisation maximale avec des résultats. Avec des résultats qui sont ceux sur une année, là, 2012 sur 2011, prise en charge du diabète, un certain nombre de critères. Alors c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, ça fait quelques points. Suite de quoi, quand vous regardez la même chose pour Sophia en France, on n'est pas en points, on est en 10e de point. Un bout de chemin pour nous emmener en Suisse. En Suisse, où ils ont une vertu, pour moi, majeure, mais je me situe plus là du côté du patient.
qui est celui d'être vraiment le pays de la démocratie sanitaire. Eux, ils ont voté 3 fois en disant sur des sujets de santé, mais voter vraiment, hein, ça s'appelle des votations là-bas. Alors, on est dans un système qui est depuis 1994, c'est-à-dire depuis 20 ans, celui d'une concurrence encadrée un peu à la hollandaise, hein, pour faire simple, avec une administration, une gestion, un management du système qui est largement abandonné au canton. Alors, les 3 référendums sont assez rigolos parce que celui de 2012, justement, était porté sur la généralisation de ce qu'ils appellent les HMO, enfin, qui sont vraiment copiés des HMO, hein, globalement, c'est le système anglais. Et ça avait été soumis, ça, par une administration emmeneur, je ne savais pas que ça existait, moi, par un ministre suisse socialiste. Alors, ça doit être plutôt le socialisme Macron que Mélenchon, hein, mais... suite de quoi il avait hérité là d'un texte qui était prévu, enfin qui avait été initialement élaboré par la droite, au début avec l'hostilité de son parti, enfin ça a été un truc très compliqué, qui a divisé à peu près tout le monde, à la fois les médecins, les assureurs, les hôpitaux et tout le truc. À la date d'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 fédérations d'assurance, mais ceux qui ont porté le chapeau de l'échec du référendum sont les socialistes. Il n'empêche que les Suisses ont cumulé depuis 20 ans une expérience en HMO qui est toujours en cours de progrès, je vais vous le montrer, même si les gens ont dit non, mais il y a le quart de la population qui est engagée là-dedans, avec des HMO d'assureurs, et puis ce qu'on appelle aux États-Unis des PPO, y compris les Suisses, qui sont des réseaux organisés par les médecins eux-mêmes, dont le plus connu est celui, enfin en tout cas de ce côté de la frontière, Delta, que connaissent les gens qui étaient investis dans la formation continue, parce que le pilote de ça, Marc-André Rezzo, était un des patrons aussi de la formation continue. Il faut savoir que le début du réseau Delta, c'est un truc assez simple, c'est la compagnie d'assurance qui couvre les étudiants à Genève, qui a besoin de, sûrement avec les mêmes difficultés qu'en France pour les mutuelles d'étudiants, qui a besoin d'une prise en charge, enfin d'une organisation qui délègue tout, y compris le forfait, voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec Rezzo, qui a beaucoup hésité au début, qui a pris des précautions comptables, comme vous imaginez. Et puis de 4000 étudiants à Genève, ils sont passés aujourd'hui à 100 000 personnes. C'est une affaire qui marche. Alors ça, je vous ai montré ça simplement pour donner aussi les limites de la démocratie. Quand les Suisses ont dit non au managed care en 2012, vous voyez qu'en 2014, ça continue à augmenter, simplement parce que ce sont les médecins eux-mêmes qui soit rentrent dans des HMO promus par les assureurs, ou soit montent leur propre PPO, ce qui veut dire que les patients suivent quand même les décisions adoptés par leurs patients, par leurs médecins traitants. Grand coup d'aile direction les USA, où j'ai la chance, pour des raisons familiales, de pouvoir passer un bout de temps chaque année maintenant. Aux États-Unis, ils n'abusent pas de la loi. Hein. La dernière loi majeure, ils sont en train d'en fêter le 50e anniversaire à la date d'aujourd'hui, c'était celle qui a introduit le Medicare et le Medicaid. C'était sous Lyndon Johnson en 1965. Donc. Et puis l'autre loi majeure récente, c'est celle d'Obama que les Américains appellent l'Obamacare. Donc on connaît, nous, mais comme les Américains d'ailleurs, l'essentiel, c'est-à-dire le fait d'offrir une assurance maladie avantageuse aux gens qui en étaient dépourvus jusqu'alors. Hein. C'est quand même 50 millions d'Américains. Donc à la date d'aujourd'hui, au 15 février dernier, puisque les opérations surviennent en février, il y a à peu près 35-40% de la population qui était éligible à ce dispositif-là, qui est rentré, enfin qui est maintenant doté d'une assurance maladie qu'il n'avait pas avant, mais vous voyez qu'il reste quand même du chemin à faire. Suite de quoi j'ai dit que c'est aussi l'aspect le plus controversé, simplement pour la bonne raison, c'est que les républicains sont toujours hostiles et réfractaires à ce dispositif-là, pour qui c'est le summum du communisme d'offrir une assurance maladie à tout le monde. Il y a eu à la Cour suprême un jugement récent qui conforte la réforme Obama, mais c'est vrai qu'elle ne sera que s'il n'y a pas alternance. Alors, dans la loi Obamacare, il y a un autre versant dont on nous avait parlé ici même à la Baule. C'était Victor Rodwin qui avait évoqué ce sujet-là quand il était venu il y a 4-5 ans sûrement. Hein. 4 ans. En disant il y avait un volet d'innovation que moi j'ai découvert là, dont personne ne parle en France, il faut être clair, alors qu'il y a à peu près 50 lignes d'innovation. Avec quelque chose qui est un modèle que moi je cultive, là en tout cas, en tant qu'encore une fois citoyen, c'est qu'il y a une administration centrale, mais qui a été dotée d'un budget,
qui a été doté d'un système d'évaluation et qui met de l'argent sur la table pour faire des choses qu'il considère comme innovantes. Et donc ne rentrent dans le système d'innovation que les gens qui l'ont choisi, c'est-à-dire qui sont prêts à prendre eux-mêmes des risques, on va voir, qui sont tout à l'heure assez importants. Mais globalement, de créer un centre d'innovation dans l'administration, moi ça m'a paru intéressant et ça m'a paru une source d'inspiration pour nous. Sur quoi c'est basé ça? Alors j'ai pris l'exemple qui est soumis en cardiologie. Globalement, la ligne d'en haut, c'est le coût de la prise en charge d'une pathologie actuelle. Hein, c'est-à-dire, vous voyez en Payments for all those okay, le vert, clair ou foncé, c'est ce qui revient au docteur. Le noir, c'est ce qui revient à tous les autres acteurs. Et le rouge, c'est ce qu'ils appellent waste. Alors, waste, je n'ai pas trouvé d'autre traduction que le gaspillage, mais appelons-le comme ça. Hein. Et donc, vous avez un coût qui est assez énorme. Globalement, le jeu consiste au début de rajouter un supplément sur les honoraires des médecins, de façon à ce qu'ils organisent mieux la coordination. Ça nous fait diminuer la prise en charge des autres opérateurs. Et puis, ça fait diminuer un petit peu le gaspillage pour arriver à la fin. Alors vous voyez un truc qui s'appelle full capitation. Je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est pas tout à fait la même signification que chez nous en France, enfin dans nos pays latins en tout cas. Mais globalement, il s'agit de surpayer les médecins de façon à structurer le parcours de manière intelligente et à traquer tout ce qui est gaspillage de façon à réduire l'inflation des dépenses qui pourrait être une véritable plaie. Quand même. Alors, je vous ai dit, ils ont une cinquantaine de lignes d'innovation, tout ça dans 6 domaines. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur les 3 premières, qui sont les ACO. Alors, comme HMO ou comme PPO, ça, dites-vous que c'est un terme que vous allez retrouver dans l'actualité des 10 prochaines années. Accountable Care Organization. Bundle Payment, c'est plus facile à traduire, c'est le paiement à l'épisode de soins. Primary Care Transformation, je ne vous le traduis pas, c'est assez facile. Alors, ce qui est passionnant avec les Américains, c'est que quand ils innovent, ils ne le font pas à moitié. Il y a à la date d'aujourd'hui, vous trouvez ça sur Internet, un site qui vous donne en direct des nouvelles des 50 lignes d'innovation. Alors, allez-y, ça s'appelle CMS Innovation. Et puis, alors bon, il faut voyager un peu, mais globalement, ça allume les petites lumières là, qui vous disent, voilà, il se passe des choses ici, 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 dans tel ou tel domaine, on en est là. La philosophie de ce que vise la réforme Obama, donc, c'est de passer d'un statut historique centré sur le producteur de soins de façon à passer sur un people center. Ce n'est pas les gens, hein, c'est les populations, centré sur les populations, piloté au départ par les volumes et piloté par outcomes. Alors c'est pareil, c'est un peu difficile à traduire, mais globalement, c'est les données de sortie, les outcomes. Hein, qui était insupportable et qui devient supportable, qui était fragmenté et qui passe aux soins mieux coordonnés, avec des nouvelles méthodes de paiement. Alors là, il y en a un certain nombre que je vais essayer de décliner. Jean-Paul, 5 minutes. 5 minutes. Bon, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite que prévu. Oui, dans la première ligne impérative qui a été fixée aux acteurs, on retrouve ça dans toutes les 50 lignes de programme, c'est de diminuer de façon drastique les réhospitalisations à 1 mois. Mais vous voyez que ça marche. Ça, c'est un truc sur 1 an. Sur 1 an, il suffit de pénaliser le séjour hospitalier survenu moins d'1 mois après la sortie pour que ça diminue de manière drastique. Alors, là-dessus, avec des économies énormes. Alors, un mot sur les ACO. Accountable Care Organization. C'est intraduisible en français. De ça, il faut se souvenir quoi? Il faut se souvenir que le jeu des ACO, qui organise donc 3e, 2e, premier recours, enfin 3e et 2e surtout, on se partage les bénéfices entre l'assureur et les opérateurs et les médecins. Les médecins sont directement intéressés à la facture finale, puisque c'est ça la grande nouveauté des ACO. On fait des économies, mais on se les partage entre l'assureur et les gens qui ont permis de réaliser des économies. Il y a 2 statuts pour ces pionniers, pour ces ACO. C'était les premiers qui ont bien voulu jouer le jeu. Et puis à la date d'aujourd'hui, c'est un statut quasi commun dans lequel sont rentrés... Alors, dans les pionniers, au départ, il y en avait 32. Depuis, c'est descendu. À la date d'aujourd'hui, c'est à 10, simplement parce que dans la première phase, on partageait les bénéfices, et dans la deuxième phase, on partage les pertes éventuelles. Là, il y a eu beaucoup moins de volontaires.
Et puis, à la date d'aujourd'hui, le statut est en train de se généraliser. Alors, ça, c'est les chiffres 2014. Sur les 20 qui étaient encore opérationnels l'an dernier, il y en a quand même 11 qui ont eu accès à ce partage d'intéressement aux bénéfices, quoi. 5, par contre, sur les 20 qui ont été exposés à des pénalités. Dans les meilleurs, on trouve à la fois des ACO de ville, puisqu'il y a le Montefiore Medical Center de New York, là, et puis le Rio Grande, que connaissent bien les amateurs de cinéma. Mais ça marche aussi bien en ville qu'à l'hôpital, ces trucs-là. C'est une question d'organisation. Ça, c'est le chiffre sur les ACO qui ne sont pas pionniers, donc passons dessus. Comment ça marche un ACO? L'assureur donne aux prestataires, donc c'est un groupe de médecins généralement autour d'un hôpital, des objectifs. Il y en a 33 actuellement. Et puis là, vous voyez les résultats. Les ACO, enfin le nombre d'ACO qui ont obtenu le seuil, ça marche un petit peu comme notre rémunération à la performance, hein, ceux qui ont obtenu le seuil minimal et puis ceux qui sont arrivés au maximal. Vous voyez que selon les lignes d'évaluation, ça part, enfin, on y arrive plus ou moins bien. Là, la troisième ligne est intéressante. Shared Decision Making. Globalement, il s'agit de faire adopter la décision thérapeutique, la faire partager aux patients, selon un processus, selon un protocole. Alors, il y a comme ça, je vous dis, 33 types d'objectifs qui sont lancés aux ACO. Il y a les ACO, donc qui à la date d'aujourd'hui, il faut être clair, marche. C'est en tout cas un programme d'innovation qui a rencontré le succès aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait aussi, c'était les pionniers, les medical homes, patient-centered medical homes. Pour traduire ça simplement, disons les maisons de santé de premier cours, hein. Au départ, c'est un concept qui est venu de la pédiatrie, et puis après, plusieurs autres associations, notamment les médecins de famille, avaient adhéré à ça, avec un certain nombre de principes. Dont certains n'étaient pas innocents dans le contexte américain, hein, qui étaient de permettre à chaque Américain d'avoir un médecin personnel. Puis la deuxième ligne est ainsi intéressante, c'est pas seulement un médecin personnel, derrière le médecin personnel, il y a une équipe. Et c'est lui qui a la charge donc, de coordonner tous les autres acteurs. À la date d'aujourd'hui, 20 millions d'Américains sont en medical homes. Alors, le chiffre, il nous fait envie, vu de chez nous, mais il faut savoir qu'il y a quand même 360 millions d'Américains, c'est-à-dire c'est quand même pas le mode d'exercice qui est généralisé, mais il a reçu ce truc-là, le soutien de Barack Obama, ce qui est important aux États-Unis, mais surtout le soutien des États, parce que toutes les politiques fédérales aux États-Unis sont quand même soumises aux États qui ont la faculté de rajouter ou de remettre à leur sauce la priorité. Il y a à peu près 10 000 medical homes, il n'y a pas d'effet de taille, on est à peu près là, à peu près partout sur le nombre de 5 médecins qui, avec les paramédicaux et le personnel qui va autour, ça fait une dizaine de personnes. C'est pareil, depuis 2008, ça marche très fort. Au début, je veux dire, les medical homes ont fait qu'une victime, ce sont les médecins spécialistes aussi. Alors là, c'est important, c'est là que je vous dis ça, c'est que les résultats de ça ont été, comme tout ce qui se passe aux États-Unis, assez précisément évalués. Il y a une étude du PCC, mais celui-là, je ne m'attarde pas dessus parce que c'est l'organisme de lobbying des dites maisons de santé, hein, qui disait que tout va bien et qu'on fait des économies partout. Il y a, plus sérieux, une méta-analyse de la HRQ, pour faire simple aussi, là encore, même si ce n'est pas tout à fait superposable. C'est la HAS américaine qui, elle, a fait une méta-analyse sur 60 articles, 24 retenus, avec des résultats pour le coup très décevants. Mais bon, aux États-Unis comme en France, tout le monde se fiche un peu des évaluations officielles. Par contre, ce qui a marqué l'opinion publique, c'est le retour en arrière du seul régime d'assurance maladie là-bas qui est à peu près comparable au nôtre, qui est celui des anciens combattants, les vétérans, qui, eux, avaient massivement investi là-dedans et qui ont désinvesti aussi massivement il y a 2 ans. Ça, oui, si, un petit mot parce qu'il est intéressant, il nous permet de nous raccrocher à l'actualité. Tout le monde à la date d'aujourd'hui est d'accord pour dire que même si les medical homes n'ont pas la rentabilité budgétaire économique qu'on attendait d'eux, ça a quand même donné aux Américains le support d'un médecin traitant, ce qui est quand même, ou d'une équipe de médecins traitants qui est quand même important. Là-dessus, le même HRQ avait fait en 2011 un white paper, un livre blanc, donc pour tirer les bilans de ça et faire des propositions. Globalement, c'est toutes les propositions qui ont été reprises dans l'Obamacare, hein, y compris les ACO, le P4P, enfin je passe. À la date d'aujourd'hui, le débat américain, c'est quoi? C'est comment on peut conjuguer les deux dynamiques des ACO et des medical homes.
toute l'économie de santé ne parle que de ça. Juste un focus que je voulais vous faire sur une déclinaison des ACO qui s'appelle les CCO. Ça a le mérite d'être clair dans son intitulé. Ça vient de l'Oregon à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle John Kitzhaber. Alors j'incite toutes les femmes à aller voir sur Internet la tête de M. Kitzhaber. On comprend qu'il a été élu gouverneur de 1995 à 2003. De 2011 à je ne sais pas quand, parce que comme les présidents américains, les gouverneurs des États ont droit à 2 mandats. Après, il faut qu'ils s'arrêtent. Ils ont le droit de revenir. Et lui, donc, il est connu, ce monsieur-là, ou il devrait être connu, pour avoir inventé ce qu'on appelait en France le panier de soins. Vous savez que ça a été un concept très à la mode. Lui, il avait prévu ça pour le régime américain qui s'appelle Medicaid, qui est donc pour les gens les plus pauvres. Et puis, ça a marché tant qu'il était gouverneur. Il a laissé la place à un successeur également démocrate comme lui, qui là n'a pas su gérer l'affaire. Il faut être clair, quand M. Kitzhaber est revenu aux affaires en 2011, il s'est retrouvé à la tête d'une dette de 2 milliards de dollars ou un truc comme ça. Il est allé à Washington négocier le truc en disant, écoutez, moi, je vous demande d'être un peu patient pour rembourser cette dette-là. Restons sur une croissance zéro. Et donc, globalement, lui, son régime Medicaid, il a décidé de rester à croissance zéro pendant quelques années encore, au moins le temps de son mandat. Hein. 2 minutes. Alors, 2 minutes. Kitzhaber, oui, je vous en parlerai parce que faut que je vous parle aussi d'un autre bonhomme qui est intéressant. Mais globalement, lui, son parti pris, c'est de financer le virage ambulatoire sur les économies réalisées à l'hôpital. Ça, je passe. 30 secondes. Oui, mais celle-là, je tenais un peu impérativement à vous la montrer. C'est typique à l'Oregon. Donc, il a organisé sa prise en charge des gens, des plus pauvres ressortissants de Medicaid, par territoire, il faut être clair, avec par territoire des objectifs. Et là, vous avez, territoire par territoire, le niveau d'atteinte des objectifs de chaque CCO. Ça se passe en direct sur Internet. Ça se passe en direct dans un contexte qui est hyper médiatisé. C'est-à-dire les Américains à la date d'aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est spécialement le cas aujourd'hui, ne parlent que de santé et de coûts de la santé. Alors quand on voit cette une-là, on se comprend. Moi j'ai ramené ça en janvier, j'ai lu ça à l'hôpital en février. J'avais aussi un pépin cardiaque. Et donc on se dit, quand le mec il est allongé comme ça, on lui dit, monsieur, ça coûte 190 000 $, est-ce que vous payez tout de suite par carte bleue, par chèque ou, hein? Il a de quoi réfléchir. Alors, ce mec-là, je ne le plains pas, hein, Stephen Brill. Stephen Brill a fait fortune dans la télé par câble américaine en achetant du théâtre qui est gratuit, c'est les cours d'assises, et en le vendant très cher par abonnement. Et donc, 190 000 $ pour lui, c'était une paille. La dernière nouveauté, celle dont je vous dirai pas tout encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment émergent à la date d'aujourd'hui, ça s'appelle le Value-Based Purchasing pour les hôpitaux, ou Fee for Value. L'honoraire pour ce que ça vaut, quoi, hein, chez les médecins libéraux. Ça, c'est quelque chose qui est en cours d'expérimentation. On aurait pu parler de l'Illinois qui a super investi là-dedans. Alors, pour vous donner une idée de l'état où ils en sont à la date d'aujourd'hui, les médecins, tous les médecins américains ont reçu obligation de transmettre à une base de données, je ne sais pas s'ils en sont possessionnaires ou pas, mais tous leurs résultats cliniques. Autant vous dire que le processus de certification et tout, d'ici quelques années, ça saute, parce que là, on aura tous les résultats de tous les médecins. Ceux qui ne rentrent pas là-dedans en 2015 verront leurs honoraires baisser de 4% en 2017. Donc, ça a une traduction très concrète et très actuelle. En guise de conclusion, je vous citais un autre pape américain de la santé, qui s'appelle, lui, Donald Warwick. Alors, ce monsieur était intéressant parce que Obama l'avait pressenti pour diriger le centre d'innovation du CMS, là, et puis il a été récusé par les Républicains, donc il savait qu'il pouvait faire autre chose. Donc il est allé se présenter, lui, au poste de gouverneur dans l'État du Massachusetts, qui est traditionnellement démocrate, donc pour lui c'était facile. Et donc ce monsieur-là, c'est un vrai homme politique, comment vous dire, qui connaît quelque chose à la santé. Et donc sa théorie à la date d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il est possible de rester à croissance zéro pendant un très bout de temps, pour peu de réduire le gaspillage, il faut être clair. Des gaspillages, lui, il en a identifié 6, qui sont les défauts donc, dans la délivrance des soins, les défauts dans la coordination des soins, l'overtreatment, le sursoin,
la complexité administrative, y compris aux États-Unis, les défauts dans le mode de fixation de pricing, c'est ça, des prix, quoi, hein. Et puis tout ce qui est fraude et abus, il y en a quand même aussi quelques-uns un peu là-bas. Et donc globalement, il est parti à la primaire démocrate pour le poste de gouverneur des Massachusetts, où il s'est fait planter. Et donc c'est ma conclusion. Qui consiste à dire, il ne suffit pas d'avoir des idées sur la santé, y compris des idées pertinentes, il faut quand même passer d'abord le stade de la primaire. Merci, merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul pour ce travail, j'allais dire de Romain, mais on reviendrait dans un autre pays. Je ne sais pas quel était le système de santé, hein, mais tu vas nous faire ça pour l'an prochain chez les Romains. Hein. Merci en tout cas et bravo pour ce travail.